Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors simplement aujourd'hui, nous allons voir l'exercice de synthèse des alcools. Alors quand je parle d'exercice de synthèse, c'est la synthèse de toutes les vidéos que nous avons vues jusqu'à là sur le chapitre des alcools. Alors nous allons simplement prendre un exercice qui va détailler, synthétiser clairement le chapitre sur les alcools. Alors simplement, je vais passer à l'énoncé et nous allons aller pas à pas. L'énoncé: on dispose de deux alcools isomères de formule C4H10O. La chaîne carbonée de ces deux alcools est linéaire. On réalise l'oxydation ménagée de ces deux alcools par une solution de permanganate de potassium en milieu acide. Question 1. Quel est le groupe fonctionnel des alcools? Alors, tout simplement, comme on a dit, nous allons aller pas à pas. Alors, dans la première vidéo, nous avons vu quoi? Les caractéristiques des alcools, c'est-à-dire les propriétés des alcools. Comme propriété, nous avons vu le groupe fonctionnel. Alors ici, on demande quel est le groupe fonctionnel des alcools. Alors nous avons dit quoi? Pour la question 1, le groupe fonctionnel des alcools, c'est ce qu'on appelle le groupe hydroxyle. Donc nous avons le groupe hydroxyle, généralement noté OH. C'est ceci le groupe fonctionnel des alcools. Alors, si on prend la question 2, nous aurons ceci. Écris et nommer les deux alcools linéaires qui répondent à cette formule brute. Précisez la classe de chacun d'eux. Alors, dans ceci, nous devons écrire et nommer les deux alcools linéaires. On a dit les deux alcools et linéaires. On a pris la peine de préciser qu'ils sont linéaires, qui répondent à quoi? À cette formule-ci là. D'accord? Alors, nous allons prendre 1. Pour écrire, comme on a vu dans nos séries de vidéos, on doit commencer par écrire le nombre de carbone. Donc, nous avons C4. Donc, je vais mettre 4 atomes de carbone. 3 et 4. Après, je continue ensuite par le groupe fonctionnel OH, n'est-ce pas? Et je complète les hydrogènes en fonction du nombre de liaisons que les carbones ont déjà effectuées. Le carbone s'effectue une liaison avec l'autre signe, comme ceci. Donc ici, il manque une liaison, il manque 3, là. Ici, c'est 2, donc il manque 2. Même chose ici. Et même chose là. Alors, on a précisé que nos deux isomères sont que les deux formules que nous devons avoir sont linéaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ramification. Ça veut dire que nos isomères ici, il s'agit d'isomères de position. Ça veut simplement dire quoi? Que c'est le OH qui change de position. Donc, si on a là, on peut mettre là. D'accord? Donc, pour le 2, on aura le C, C, C et C. Donc, si on met le OH là, on aura le H3 là, le H là, le H2 et le H3. Bien, alors simplement ici, est-ce qu'on peut encore avoir d'autres isomères? Non. Pourquoi? Parce que si on met ici, ceci, le OH là, si on recommence à compter là, c'est 1, 2, position 2, le OH. Donc si on met ici, c'est ensemble 1, 2, 3, mais 1, 2. Et si on met ici, c'est ensemble 1, 2, 3, 4, mais 1, ce qui va revenir là. Donc on ne peut plus avoir d'autres isomères avec cette formule brute. Des isomères linéaires, en tout cas, là, on ne peut plus rien avoir. Alors, on a demandé de donner les classes. Alors, simplement, comme nous avons vu dans la deuxième vidéo sur le chapitre des alcools, les classes d'alcool, la classe de l'alcool dépend du nombre d'hydrogène que possède le carbone fonctionnel. Alors, plus le carbone fonctionnel d'hydrogène, moins la classe est élevée. Ou moins le carbone fonctionnel a d'hydrogène, plus la classe est élevée. On a dit quoi? Le nombre d'hydrogène max que peut posséder un carbone fonctionnel est 2, H2. Donc là, le nombre d'hydrogène max est H2. Et plus c'est élevé, moins la classe est élevée. Donc si on a un carbone plus élevé, moins la classe est élevée. Ça veut dire que nous aurons là un alcool primaire. Et là, CH, un alcool secondaire. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer à la troisième question. L'un des alcools A1 conduit à un corps organique B1. L'autre alcool, noté A2, conduit à un corps organique B2.
B1 et B2 réagissent positivement à la DNPH. Quel est le groupe mis en évidence dans ce texte? Bien. Alors ici, la simple question qu'on a, c'est quel est le groupe mis en évidence. Alors, comme on a vu dans nos séries de vidéos, la question, si elle correspond à la série de la vidéo portant sur les différents dérivés que l'on peut avoir avec les alcools. Alors, simplement, nous avons dit, à la réaction avec la DNPH, on peut avoir deux composés, ce qui est la réponse à nos questions, à notre question. On peut avoir l'aldéhyde ou l'acétone parce que les deux réagissent à la DNPH. Donc, on va passer à la question 4. Cette expérience suffit-elle pour déterminer les formules B1 et B2? Très bien. Alors là, nous sommes toujours dans le cours, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans les explications du cours sur les alcools. Alors, est-ce que l'expérience avec la DNPH permet de dire si on peut identifier clairement le composé B1 et B2? La réponse c'est non. Comme on a vu dans les vidéos, la réponse est simplement non. Pourquoi? Parce que là, comme on a dit précédemment, à la 2,4-dinétrophénylhydrazine, l'aldéhyde réagit aussi les cétones. Donc, on ne peut pas différencier les deux. Donc, maintenant, on va passer à la question 4 pour plus d'informations. Les composés B1 et B2 sont soumis au réactif de Fehling. Seul le composé B2 donne un précipité rouge brique avec ce texte. On déduit la famille B1 et B2. Bien, ici, on a mis une petite précision. Nous sommes là maintenant dans le réactif de Fehling. Alors, comme on a vu dans les séries de vidéos, le réactif de Fehling permet de différencier entre les cétones et l'aldéhyde. Ça permet de nous spécifier sur la nature des dérivés que l'on obtient. Alors ici, on a dit que lorsqu'on fait passer les deux dérivés qu'on obtient, on obtient seul le composé B2 réagit en donnant une couleur rouge brique. Alors, si le composé B2 réagit, ça veut dire que là, nous sommes en présence de l'aldéhyde parce que les cétones réagissent uniquement à la 2,4-dinétrophénylhydrazine ou la 2,4-DNPH. Alors, on a dit identifier la famille des composés B1, B2. Si B2 réagit à la phényl, ça veut le réactif de phényl, ça veut dire nous avons B2, c'est quoi? C'est un aldéhyde et B1, c'est l'acétone. D'accord? Et maintenant, passons à la question suivante. C'est quelle est la classe des alcools A1 et A2? Alors, nous demandons quelle est la classe des alcools A1 et A2. Il ne faut pas confondre avec la classe d'alcool que nous avons déjà donnée. Ici, c'est identifié en fonction de la question que nous avons répondu précédemment. Maintenant, la classe de l'alcool A1 et A2. Alors, nous avons dit quoi? Si B1, c'est une cétone, n'est-ce pas? On a dit, dans nos séries de vidéos, pour avoir une cétone, il faut réagir automatiquement. Bon, il faut faire réagir ou bien oxyder automatiquement un alcool secondaire parce que les dérivés, n'est-ce pas, lors de l'oxydation ménagère de l'alcool secondaire conduit directement à la cétone. C'est ça et rien du tout. Donc, là, B1, c'est notre alcool, n'est-ce pas? B1, c'est l'acétone. Ça veut dire que l'alcool qui dérive de l'acétone, c'est un alcool secondaire. Donc, c'est simplement cet alcool-ci. N'est-ce pas? L'alcool secondaire, si. Ça implique que quoi? Que B2, c'est quoi? C'est l'alcool primaire. Là, c'est bon, je crois. Alors, nous allons passer à la question suivante. Donnez le nom et la formule semi-développée des A1, A2, B1 et B2. Ici, on demande le nom et la formule semi-développée des A1, A2, B1 et B2. Donc, ici, si on regarde là, nous avons la formule semi-développée des A1 et B et A2, pardon. Donc, si là, ça sort là, ça veut dire que nous avons là A2 et nous avons là A1. Donc, on va simplement donner le nom. Donc, on compte là, pour la nomenclature, 1, 2, 3, 4.
Ça vient du butane. Maintenant, on donne la position du groupe fonctionnel 1. Donc, c'est le butane 1, ol. Là, on compte 1, 2, 3, 4, c'est le butane. Maintenant, la position, c'est 2, ol. Butane 2, ol, butane 1, ol. Maintenant, de là, on va donner les différents. Si B2 sort d'ici et que c'est un aldéhyde, on a dit quoi? Dans nos séries de vidéos, lorsqu'on passe de l'alcool à l'aldéhyde, le carbone fonctionnel change juste les fonctions et on maintient la structure squelettique de notre molécule. Donc, si on a ça, voici notre groupe fonctionnel. Et on a dit le groupe fonctionnel des aldéhydes, c'était le COH. Ça veut dire qu'on va conserver la structure ici, n'est-ce pas? On va conserver cette structure ici. Donc, si celle-ci a changé, donc il a 1, 2, 3 liaisons. Il va effectuer notre liaison avec ce carbone-ci, CH2, CH2 et CH3. Alors, si on pouvait s'arrêter là, mais ça, ce n'est pas la formule semi-développée, parce que la formule semi-développée ne fait pas intervenir ceci. Ça, c'est la formule développée parce qu'on voit toutes les liaisons possibles. Donc, simplement, pour la formule semi-développée, on va regrouper ceci-là. Et on a dit quoi? Pour les aldéhydes, c'est chaud et pour les alcools, c'est co. Donc, ici, si on regroupe ça, on aura chaud, qui est caractéristique des aldéhydes, alors que ici, c'est co. N'est-ce pas? Maintenant, passons à l'acétone, qui est B1. B1, on a dit quoi? Le carbone fonctionnel change. Donc, si je prends là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, nous sommes là à la position 2 et la fonction des cétones, c'est 2 tiré en bas et non haut. N'est-ce pas? Donc, c'est ainsi lié à là, nous avons H3, H2 et H3. Maintenant, on lit. Là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le butanal. On lit comme si on lisait l'alcool, juste on retire le ol et on ajoute al. Le butanal. Très bien. Et on avait précisé que quoi? Que la fonction aldéhyde est toujours à l'extrémité de la chaîne. Donc ici, avec l'acétone, on a 1, 2, 3, 4. Donc on lit comme ceci. Ça va donner le butane. Puisque ça dérive, ça sort de là. 2, on remplace le on par. On remplace le ol par on. Donc c'est le butane 2, on. Alors simplement, passons maintenant à la question suivante. Donc, on va passer à la question suivante. La question nous demande de écrire l'équation d'oxydoréduction de l'alcool A1 par léon permanganate en milieu acide. On précisera où est l'oxydation et où est la réduction. Bien, alors simplement, voilà nos deux demi-équations. Là, on sait comment on fait pour arriver là. La prochaine étape, c'est regarder, vérifier les électrons. On a 5, on a 2 là. Donc, on va équilibrer les électrons en multipliant là par 2 et ici par 5. Et on va donner l'équation bilan. Donc là, on a 2 MENO4- plus 5C3H7 COH plus, bien, ici on a 8, ici on a 2, donc ça va venir de ce côté, 6H3 au plus, ce qui nous donne, ici on aura 2MN2 plus 5CH3H7 chaud, plus les molécules dont on a 12, on a 2, donc ici on aura 10H2O. Alors là, voilà l'équation que nous avons à la fin. Ici, maintenant, on précise quelle est l'oxydation et quelle est la réduction. Alors simplement, il faut d'abord connaître qu'est-ce qu'une oxydation, qu'est-ce qu'une réduction. Bien, là, on a demandé de préciser quelle est l'oxydation, quelle est la réduction. Par définition, l'oxydation, c'est la réaction pour laquelle on perd les électrons. Alors, contrairement au mot oxydant, l'oxydant fait comment? Si la réaction perd, ça veut dire que l'oxydant gagne. Parce que pour retenir les définitions là,
Il faut juste retenir un pour connaître l'autre. L'oxydation, réaction au cours de laquelle on perd, ça veut dire que l'oxydant gagne les électrons. Maintenant, si on parle de réduction, ça veut dire que la réduction, c'est une réaction au cours de laquelle on gagne des électrons. Ça veut dire que le réducteur, c'est lui qui perd les électrons. D'accord? Il perd les électrons. Alors, simplement, comment est-ce que vous devez comprendre ça? Si on dit le réducteur perd les électrons, bien, ça veut simplement dire pour se transformer. Il y a un qui quitte de l'ion vers l'atome. C'est-à-dire quoi? Peut-être qu'on a l'ion chlore. Pour quitter de l'ion chlore à l'atome, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut gagner les électrons ou perdre les électrons? Il faut évidemment gagner pour se transformer. C'est-à-dire que pour quitter de l'atome à l'ion chlore, on a perdu, d'accord? On perd. Pour quitter de l'atome à l'ion chlore, on perd. Maintenant, pour quitter de l'ion chlore à l'atome, on gagne. C'est ça que vous devez différencier les deux termes-là. Alors, simplement, ici, on demande quel est l'oxydant, quel est le réducteur. Alors, comme on a vu en première, l'oxydant, c'est ce qui a généralement un E, un potentiel, n'est-ce pas, plus élevé. Et là, comme on n'a pas donné de potentiel plus élevé, qu'est-ce qui réduit l'autre? On sait qu'on a une solution, n'est-ce pas? La solution aussi va se réduire. Donc, ici, on va prendre de l'alcool, on va verser ici. C'est ceci qui est capable de réduire. Ça veut dire que voici l'oxydant et voici le réducteur. C'est simplement tout. Donc, voici la réaction d'oxydation, voici la réaction de réduction. Alors là, c'est tout. Alors, passons à la question suivante. Alors, la question suivante dit, l'alcool primaire conduit aussi à la formation d'un autre composé noté C lors de l'oxydation ménagée. Donnez le nom et la formule semi-développée de C. Alors, comme on a vu dans le cours, l'alcool primaire peut donner deux composés. Tout dépend si le solvant est en excès ou en défaut. Lorsque c'est en défaut, on passe à l'aldéhyde. Lorsque c'est en excès, on passe à l'acide carboxylique. Ça veut dire que ici, ce qu'on obtient en réalité, le deuxième composé ou le composé C, c'est l'acide carboxylique. Alors ici, nous avons toujours notre carbone primaire. On a dit quoi? Qu'est-ce qui change? Le carbone, la fonction du carbone. Donc là, notre carbone fonctionnel, c'est, on va maintenant donner le OOH. Donc maintenant, ici, on aura le CH3, CH2, CH2. Donc là, voilà la formule semi-développée. Et maintenant, le nom, c'est le butane. Bien, on a dit que pour nommer les acides, on met là devant acide butanoïque. Alors, c'était tout pour la vidéo.